Il est 10h03. Je vous remercie d'être tous présents pour ce premier webinaire organisé par Amabi, Smart Data for Lead et Impact Media, et dont le thème est comment capter de bons leads sur Internet. On se posait la question avant le webinaire de savoir comment est-ce qu'on allait faire patienter les gens avant le démarrage. La réponse est toute trouvée, un petit problème technique, c'est parfait. Donc je vous propose de commencer directement pour ce premier webinaire organisé autour de la captation de leads. Alors, pour ce webinaire, on a prévu une petite réunion d'environ une demi-heure, peut-être un petit peu plus avec les questions. Justement, au niveau des questions, ce que l'on vous propose, c'est de noter vos questions. On répondra à l'ensemble des questions en fin de webinaire. On a un script très clair, très limpide, qui va vous permettre d'avoir une vision un peu globale sur la captation de leads. Comment est-ce qu'on peut les gérer depuis l'arrivée d'un visiteur sur votre site internet jusqu'à la qualification complète de ce lead. On va dérouler le webinaire dans son ensemble et on prendra les questions à la fin uniquement. Eh bien, sans plus attendre, on va commencer. Donc aujourd'hui, c'est un webinaire à 3 voix. Jean-Baptiste Duquer, je me présente, Jean-Baptiste Duquer, responsable commercial chez Amabis. Je vais animer un petit peu le webinaire et je suis accompagné de mes collègues, Pierre Delaurent. Bonjour. Bonjour Pierre. Donc responsable commercial chez Smart Data for Lead. Tout à fait. SDFL pour les intimes. Et Hugo Fronterre. Bonjour Hugo. Bonjour. Donc CEO de Impact Media. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment capter un lead. Comment on va faire avec Impact Media? Hugo va nous présenter comment récupérer des visiteurs qui viennent sur votre site internet, comment faire en sorte que les visiteurs viennent sur votre site internet. C'est la première étape pour capter un lead. Ensuite, une fois que les visiteurs seront sur le site internet, on va voir, Amabis va présenter comment faire en sorte que le visiteur reste un minimum de temps, mais qu'on récupère un maximum d'informations. Ça, c'est la partie Amabis. Et on terminera avec la partie de Pierre Delaurent, Smart Data for Lead, pour voir comment compléter le minimum d'informations que nos leads, que nos visiteurs ont bien voulu intégrer sur le formulaire Internet. Voilà le sommaire. Et avant tout, la première des choses, c'est de bien partager le bon vocabulaire et de rappeler qu'est-ce qu'un lead. Un lead, c'est quoi? C'est simplement un prospect potentiel, un contact qui a manifesté un intérêt pour votre société, vos produits, vos services. Le lead n'est pas qualifié, c'est un client potentiel, mais on a très peu d'informations sur lui, en général, vraiment un minimum d'informations. Mais le lead, c'est aussi une étape clé du processus de vente, c'est la première étape. Le lead, une fois qualifié, on va pouvoir le travailler et effectivement le transformer en client si tout va bien, le convertir en client. Voilà pour la première partie, la définition. Donc maintenant, je vais passer la main à Hugo pour nous expliquer comment est-ce qu'on génère de bons leads sur Internet. Alors, rebonjour à tous, donc Hugo d'Impact Media. Alors, on va commencer à voir ensemble comment en effet générer de bons leads sur Internet et on va voir 3 choses. La première chose, donc le SEO, donc référencement naturel, donc on va détailler juste après. Seconde chose, le SEA, donc la publicité payante sur les moteurs de recherche. Alors ici, on parlera quasiment uniquement de Google, pareil pour le SEO parce que c'est le moteur de recherche utilisé par 90-95% des personnes en France. Et enfin, on verra également les autres régies publicitaires qui peuvent être intéressantes dans une stratégie du coup d'obtention de leads. Alors, premièrement, le SEO, le référencement naturel, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est toutes les techniques qui permettent organiquement, de manière naturelle, d'avoir votre site sur la première page de Google. Donc, par exemple, si vous vendez des trottinettes électriques, un site très bien référencé, ça serait si vous tapez trottinette électrique sur Google, vous apparaissez sur la première page. Donc, c'est une stratégie qui se fait sur le long terme et qui s'appuie sur 3 grands facteurs. Le premier facteur qui est l'architecture, toute l'architecture interne du site. Donc, par exemple, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être la vitesse de chargement du site. Ça peut être est-ce que le site est bien optimisé sur mobile?
Ça peut être aussi, est-ce que le site est bien structuré? Donc, est-ce qu'il y a bien des titres, des descriptions sur vos pages, des sous-titres? Et tout ça, c'est on va dire des facteurs techniques directement, qui influencent directement votre référencement. Deuxième chose, c'est la stratégie de contenu. Donc la stratégie de contenu, c'est quoi? C'est le choix des mots-clés, le choix des mots que vous allez utiliser pour créer vos fiches produits, pour créer vos articles de blog. Et ce choix est très stratégique. Reprenons l'exemple du coup de cette trottinette. Si vous vous dites, voilà, je vais essayer d'optimiser trottinette, mais que vous vendez des trottinettes électriques, ça ne sera pas forcément très pertinent par rapport à ce que vous vendez. Donc là, le but, c'est d'aller optimiser des mots qui sont très précis et qui vont correspondre le plus possible à votre produit ou à votre service. Et enfin, dernier gros facteur, c'est tout ce qui est maillage externe. Donc le maillage externe, c'est quoi? C'est tous les sites qui vont du coup envoyer du trafic vers le vôtre et surtout envoyer un lien vers le vôtre. Alors, c'est pas forcément utile, enfin ça l'est, mais pour vous envoyer du trafic, c'est surtout que ça vous donne en gros une sorte d'endorsement de la part de Google, donc une sorte de notoriété. Et Google se dit, si vous avez tous ces liens qui vont vers votre site, c'est que votre site vaut quelque chose et est reconnu sur le net. Donc en conclusion, le SEO, c'est un travail à moyen, à long terme, un travail régulier, mais avec des résultats durables et qui peuvent vraiment également participer à la valorisation de votre business. Par exemple, si vous vendez des panneaux photovoltaïques, ça coûte très cher en publicité, il y a beaucoup de concurrence. Donc, si vous êtes sur la première page de Google sans payer, c'est un énorme avantage. Deuxième élément qu'on va voir ensemble, c'est le SEA, donc la publicité payante sur les moteurs de recherche. Alors ça, au contraire du SEO, c'est un investissement qui est payant, mais qui est immédiat, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un retour sur investissement immédiat et surtout qui est scalable. Il y a deux grands types de campagnes, on va dire, quand on veut générer du lead. Les campagnes sur les réseaux de recherche, reprenons un peu notre exemple des trottinettes. Comment faire du coup une bonne campagne? Ça va être, on va acheter des mots-clés. Donc par exemple, on va acheter le mot-clé trottinette électrique. Selon la concurrence, selon les personnes qui vont enchérir avec nous, ça peut coûter 1 euro, 2 euros, 3 euros le clic. Et on va apparaître quand ce mot-clé trottinette électrique est tapé sur Google, sur une petite annonce textuelle sur la première page. Donc c'est une sorte de cheat code, on va dire, par rapport au SEO, mais c'est payant et ça dépend du coup de la concurrence et du type de mot-clé. Deuxième type de campagne, alors ces campagnes réseau de recherche, c'est de l'audience chaude. Donc le gros avantage, c'est que c'est des gens qui vont taper des recherches qui sont totalement en lien avec votre produit, votre service. Donc l'avantage, c'est que vous avez des gens très qualifiés qui vont arriver sur votre page. Deuxième type de campagne, c'est des campagnes display. Donc ça, c'est des campagnes plus pour la notoriété générale, où on construit du coup des audiences, c'est-à-dire qu'on va dire, voilà, on va cibler les personnes pour les trottinettes de 20 à 30 ans qui habitent à Paris, qui ont émis un intérêt pour la mobilité électrique. Et ça, on va afficher, ça marche pas avec un système de mots-clés, mais on va afficher sur un ensemble de sites internet du web, sur la grande majorité des sites internet, un petit encart du coup visuel dans différents formats, carrés, rectangles, etc. Du coup, c'est un bon complément du coup aux campagnes réseau de recherche et c'est surtout moins cher. Et il y a l'aspect visuel. Donc, par exemple, si vous vendez un produit, vous voulez générer un lead où il y a besoin de voir, c'est souvent plus sympathique qu'une simple annonce de recherche. En conclusion, cependant, il y a des prérequis pour faire ces campagnes. C'est une landing page, une page de destination qui soit bien structurée, efficace, simple, avec 4-5 blogs, un formulaire de contact, un numéro de téléphone et derrière une réactivité commerciale, bien évidemment, pour transformer ce lead. Et enfin, dernier élément à vous partager, c'est toute la publicité, les autres régies publicitaires, donc que ce soit les réseaux sociaux, les native ads, etc. Chacune ont un intérêt, que ce soit pour le B2B, pour le B2C. Prenons tout d'abord l'exemple de Meta. Donc Meta, si vous ne le savez pas maintenant, c'est Facebook et Instagram. Ça regroupe les deux. C'est un outil très efficace à la fois si vous faites du B2B ou du B2C. Et contrairement à Google, aux annonces recherche, vous n'allez pas, on va dire, chercher une audience chaude, mais vous allez créer également des audiences. Donc vous allez dire, pareil pour mes trottinettes, en effet, voilà, je veux des gens qui ont liké telle page, qui ont tel âge, qui sont des hommes.
etc. Parce que basiquement, en fait, les gens mettent beaucoup d'informations sur Facebook, Instagram. Donc, on crée en fait ces genres d'audience. Et derrière, les publicités, bah, c'est des publicités visuelles ou des vidéos que vous allez retrouver sur vos fils d'actualité Facebook ou sur vos stories Instagram, etc., etc. Autre régie intéressante, c'est les native ads. Alors ça, c'est plus, on va dire, pour du B2C. Qu'est-ce que c'est les native ads? Bah, par exemple, si vous allez sur Le Figaro, sur l'Équipe, sur Le Monde, ce sont des petites annonces visuelles avec un petit texte en dessous. Et en fait, ça s'intègre parfaitement au contenu. Donc, vous avez l'impression en fait de rester sur Le Figaro ou d'être sur Le Figaro, par exemple, jusqu'à ce que vous cliquiez dessus. Et ça, l'intérêt, c'est que l'audience est très grande. Il y a une notoriété, on va dire, il y a une image un peu moins publicitaire que si vous faites les annonces Google Display. Et derrière, bah, vous pouvez capter énormément d'emails que derrière vous mettez dans des séquences d'emailing et ensuite pour arriver à vos fins. Enfin, LinkedIn. Alors, LinkedIn, c'est pas forcément un outil qu'on utilise beaucoup en publicité. On le recommande plus pour du personal branding. Pour la publicité, ça coûte souvent très cher et il y a souvent des petites techniques pour cibler des personnes sur LinkedIn via, par exemple, Microsoft Ads, sachant que Microsoft est le même groupe que LinkedIn et donc, du coup, vous pouvez cibler via Microsoft Ads une audience LinkedIn. Mais voilà, mais c'est globalement, on va plus utiliser du coup en termes de réseaux sociaux Meta pour du B2B et du B2C. En conclusion, qu'est-ce que c'est du coup une bonne stratégie de marketing digital et d'acquisition de leads en ligne? Et c'est une stratégie qui consiste à construire en tenant compte de son marché, de sa cible, de ses ressources, de son budget. Le but, c'est vraiment d'allier une audience chaude, d'aller chercher du coup les personnes qui ont un intérêt immédiat pour votre produit, pour votre service, et les personnes qui n'ont pas d'intérêt immédiat, mais générer du coup cet intérêt. Donc de combiner les deux. Et en conclusion, une bonne stratégie, c'est une stratégie à 360 qui tienne en compte toute une série de facteurs et qui couvre du coup la totalité de votre cible. Merci beaucoup Hugo pour cette présentation. Donc, tu nous as expliqué comment capter de l'audience sur Internet, comment faire en sorte que les visiteurs arrivent sur ton site Internet. Une fois qu'ils sont arrivés sur le site Internet, tout l'objectif, ça va être de récupérer un maximum d'informations en un minimum de temps. Là, c'est la partie Amabis qui va prendre le relais. On a différents outils, différents web services qui vont permettre de capter l'information facilement. Alors, je vais basculer de ma démonstration sur sur la présentation des web services qu'on peut vous proposer. Donc, je suis arrivé sur le site internet grâce à Hugo. Je vais arriver par exemple sur une landing page. Ce que vous avez fait, vous, quand vous êtes connecté, quand vous êtes inscrit à ce webinaire, il y avait une landing page pour donner un minimum d'informations et participer à notre réunion. On propose différents web services pour aller qualifier les contacts très facilement. Premier type de web service, les web services B2B. Des web services sont des petits outils qui vont s'intégrer sur votre site internet et qui s'intègrent comme vous souhaitez. Ici, on a deux pages de démonstration. La première page, le web service B2B. Je me connecte sur la landing page, sur le site internet. Je suis la société Amabis. J'ai un petit champ pour renseigner ma raison sociale. Il faudrait que je complète la raison sociale, l'adresse, le SIRET, le téléphone, etc., etc. Eh bien, grâce à nos web services, on va faire ça de la manière la plus simple du monde. Je commence à taper le nom de mon entreprise. Ah, mais aujourd'hui, tout va bien. On a trop révisé en amont et donc forcément, tous les mots de passe sont repartis. Je me connecte. Alors, juste un petit instant, le temps que je retrouve mes mots de passe. Et voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, je me connecte sur ma démonstration. La première démonstration, c'est la démonstration B2B.
Je suis arrivé sur la landing page, je veux enseigner le nom de mon entreprise. Nos web services vous proposent de faire de la recherche prédictive de raison sociale. On va taper les premières lettres du nom de la société. Amab, il y en a un certain nombre. Je vais renseigner complètement Amabis. Je retrouve dans la base Sirène 2 sociétés, la société Amabis à Bourg-la-Reine, la société Amabista à Biarritz. Je suis bien la société Amabis. Quand je vais valider, automatiquement, je vais récupérer, ça c'est de manière cachée pour l'internaute, je vais récupérer un maximum d'informations. La raison sociale, l'adresse complète, mais aussi le sirène, le siret, le code NAF et différentes autres informations relatives à la société. Donc, premier élément, récupérer les informations sur l'entreprise pour faciliter la saisie de vos internautes. Les visiteurs veulent passer un minimum de temps et nous, notre objectif commercialement, c'est de récupérer un maximum d'informations. Les web services sont là pour ça. Deuxième élément, quand je vais me connecter sur le formulaire, on a ici un formulaire qui est plutôt orienté B2C, je vais récupérer des informations sur la personne. On propose des web services qui vont déterminer l'ensemble des éléments de contactabilité. Civilité, nom, prénom, adresse mail, téléphone, fixe portable et adresse postale. On va aller sur l'identité. Alors, je vais rentrer le nom de Rémi Martin. Rémi Martin, hop, je commence par taper. Je mets pas d'accent. Je mets tout en minuscule. Nos web services vont proposer dans les référentiels des prénoms tous les prénoms qui commencent par REM. Ils sont triés par ordre alphabétique, mais aussi par ordre de fréquence. Donc, je vais prendre Rémi avec un I. Hop, si c'est Rémi, c'est bien un monsieur. Et je vais taper le nom de famille. Alors, je le tape en minuscule. Je vais retrouver dans mon référentiel Martin en majuscule. Je valide et je passe au champ suivant. Donc, la saisie est normalisée. Ce qu'il faut retenir, c'est que la saisie elle est plus rapide et elle est normalisée. Ça évite toutes les fautes de frappe. Quand je vais saisir mon mail, j'ai plusieurs fonctions qui vont vous intéresser pour valider la qualité des données. La première fonction, c'est ce qu'on appelle les web services d'autocomplétion. Mon prénom, c'est Rémi, mon nom de famille, c'est Martin. Il y a de fortes chances que mon adresse email commence, si elle commence par un R, elle est un indicatif qui soit Rémi.Martin, soit Rémi Martin, etc., etc. Je peux donc facilement retrouver une adresse mail, rémi.martin@gmail.com par exemple. Je tape gm, je retrouve gmail.com. J'ai saisi l'adresse email. Mon web service va interroger directement le serveur DNS pour vérifier, un, que le nom de domaine répond et deux, que l'utilisateur répond aussi. Ici, j'ai un petit encadré vert. Dans notre démonstration, on a préféré mettre cette indication-là. Ça aurait pu être un autre indicateur visuel. Cette adresse mail répond, elle est tout à fait cohérente. Si j'avais fait une saisie directe et puis j'avais tapé avec un accent, Rémi.Martin, au moment de la validation, nos web services vont directement corriger l'adresse mail, enlever le caractère accentué et vérifier le mail Rémi.Martin. Dernier exemple sur l'adresse mail, on va prendre un email qui a priori n'existe pas. Autant Rémi Martin c'est assez commun, autant Rémi Martin 995 c'est un petit peu moins commun. Et effectivement, directement, j'ai le code retour, j'ai interrogé Gmail, il m'indique que cette adresse mail ne répond pas. On peut donc valider de manière interactive le mail. L'intérêt, c'est que l'utilisateur qui rentre son mail avec éventuellement une faute de frappe, directement va être au courant et va pouvoir corriger le tir tout de suite pour que vous puissiez contacter la personne. Je passe au numéro de téléphone. Alors, sur le numéro de téléphone, il y a beaucoup de choses à dire. Très souvent, les internautes, quand ils renseignent un numéro de téléphone, ce qu'ils veulent, c'est renseigner un numéro de téléphone pour avoir l'information. Je veux télécharger une plaquette, un livre blanc, je veux accéder à une page complémentaire, donc je vais renseigner une information qui n'est pas forcément la bonne information. Nos web services permettent de faire un certain nombre de vérifications pour valider l'information saisie. Par exemple,
Le cas classique, j'arrive, je me connecte, je dis que mon numéro de téléphone, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos web services vont détecter, que ce n'est pas un numéro de téléphone mobile. On est sur un champ de numéro de téléphone mobile, ça commence par un 01, il y a un problème. Mais le web service va également détecter que ce numéro est suspect. Nous maintenons un référentiel des numéros suspects et on peut donc directement vous restituer cette information. L'information elle peut être restituée en back-office, comme c'est le cas à présent, ou elle pourrait être restituée directement en front-office au moment où je saisis mon numéro de téléphone. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, quand on saisit un numéro de téléphone, en général, les internautes, ils saisissent un numéro de téléphone parfois avec des tirets. Alors, je vais prendre mon portable. Parfois avec des tirets, parfois avec des espaces, parfois avec des caractères collés, parfois avec des points. On peut avoir toutes les formes de saisie possibles. Le web service va nettoyer les données et vérifier la cohérence du numéro. Ici, j'ai bien un numéro de téléphone qui est correct, il a été nettoyé, donc je pourrais le stocker en base de manière normalisée. Et si je veux de l'information complémentaire, je peux restituer plusieurs informations. On peut restituer le numéro de téléphone au format national ou au format international. On identifie l'identificatif pays par numéro de téléphone et on va s'assurer que le numéro de téléphone est cohérent. J'ai fait un test, on a appelé l'opérateur, le web service automatiquement, en quelques millisecondes, a appelé l'opérateur et a confirmé que ce numéro de téléphone était bien actif. Il m'indique en retour que c'est même un numéro de téléphone qui est sur le réseau Orange. Donc des informations pertinentes pour pouvoir m'assurer que ce numéro de téléphone va répondre, je pourrai le recontacter derrière, quel que soit le canal, il aura bien un retour. Dernier élément au niveau de la contactabilité, l'adresse postale. On a plusieurs web services sur l'adresse postale. Je vais vous présenter celui qui est le plus usité, la saisie de l'adresse postale sur une seule ligne. La méthode Google, la méthode prédictive. La société Amavis, c'est au 31 avenue du Général Leclerc, Bourg-la-Reine, 92 340. Un petit peu long à écrire. En général, l'internaute va faire une saisie beaucoup plus rapide, aucunement envie de passer son temps à écrire tous ces caractères. Donc, il va pouvoir saisir l'adresse avec le web service avec des mots-clés. Par exemple, 31, Leclerc, et puis Bourg-la-Reine. Je vais taper Bourg-Rennes, parce que je ne connais pas bien l'orthographe, et automatiquement, notre web service retrouve la bonne adresse. Il détecte que c'est 31 avenue du Général Leclerc, 92 340 Bourg-la-Reine, donc il me retrouve le code postal par rapport à des bouts de mots-clés sur l'adresse, et le Leclerc, il est mal saisi, j'ai pas saisi avenue, c'est pareil, il m'a bien retrouvé cette adresse-là. La saisie de l'adresse postale sur une ligne, elle permet à l'utilisateur de saisir rapidement l'adresse, et ensuite on a un deuxième web service de validation qui va vous permettre de récupérer un certain nombre d'informations complémentaires au niveau de l'adresse. Et là, je vais laisser Pierre vous en parler, parce qu'il a différentes choses à vous dire sur ce sujet. Voilà, donc si je récapitule, Hugo nous a présenté rapidement comment amener le visiteur sur votre page web. Amavis vous présente des web services pour qualifier les informations de contactabilité. Et maintenant, je vais laisser la main à Pierre qui va nous expliquer comment est-ce qu'on peut aller plus loin au niveau de cette information. Pierre, je te partage le PowerPoint. C'est à toi. Merci à vous deux. Donc, on va attendre que le PowerPoint revienne. Alors, donc effectivement, Hugo vous a montré comment on générait de bons leads en ligne et Jean-Baptiste comment faire en sorte qu'ils soient saisis le plus efficacement possible. Mais en phase finale, qu'est-ce qui nous reste? Nous avons donc des coordonnées de prospects B2C ou B2B et nous savons qu'ils sont potentiellement intéressés par une offre. Et c'est à peu près tout. En dehors d'un prénom, d'un nom, d'une adresse géographique, d'une adresse email, d'une raison sociale si on est dans le B2B, d'un téléphone mobile dans le meilleur des cas,
on a quand même que très peu d'informations sur ce qui est véritablement le prospect. Alors, on peut se dire que dans l'immédiat, on n'a pas nécessairement besoin, mais enfin, pour un futur et pour faire des communications mieux ciblées, il va falloir y penser. Donc, pour prendre un exemple issu du B2C, si vous vendez des vélos à assistance électrique, il y a de fortes chances que votre cœur de cible ne soit pas tout à fait le même que si vous êtes un acteur du secteur caritatif. Segmenter une base de lead ou plus généralement une base client, les deux peuvent se faire, c'est se donner une possibilité future de communiquer plus efficacement vers une cible qui sera d'autant plus sensible à votre offre que vous l'avez bien ciblée au départ. Donc, à partir des coordonnées, Jean-Baptiste vous a montré comment on aidait à leur saisie. Alors, à partir de ces coordonnées qu'on possède, il existe des outils qui sont assez efficaces et qui vous permettent de les enrichir en données complémentaires. Alors, dans le cadre du B2C, ces données peuvent être déclaratives. Par exemple, une Julie Langlois, 23 rue du Port à La Rochelle, a très bien pu renseigner son âge, voire sa situation familiale, sur la base de données d'un voyagiste, par exemple, qui est disponible sur le marché. En dehors de données déclaratives, on va trouver tout un tas de données scorées. Donc, je vous fais un petit rappel sur ce que c'est qu'un score et à quoi ça sert. La France, elle est divisée en plusieurs unités géographiques. Celle qu'on connaît tous, c'est la région, le département, la commune, d'accord, voire en dessous de la commune, il y a l'IRIS, mais bien en dessous et beaucoup plus précis que toutes ces mesures, on a ce qu'on appelle les carreaux. Les carreaux, ce sont une division du territoire national en carreaux de 200 mètres de côté. D'accord, on en compte à peu près 2,3 millions. Et 95% de ces carreaux sont composés de moins de 50 foyers. La moyenne, c'est 12 foyers par carreau. En utilisant des données statistiques qui sont issues de sources officielles de type INSEE, et en les agrégeant au carreau, on peut en tirer une certaine typologie des ménages. Et c'est valable pour tous les ménages de France. De là, on va les associer à des profils prédéfinis. Notre Julie Le Marchand, j'ai dit Julie Langlois, Julie Langlois, donc, elle a une forte probabilité d'avoir entre 40 et 50 ans, des enfants, d'appartenir à la classe moyenne, d'habiter dans une zone urbaine plus généralement en province et de se chauffer au fioul. Il ne restera plus qu'à trouver des profils jumeaux à celui-là pour orienter des campagnes futures. Alors, c'est une technique qui existe aussi en B2B. Même méthode, admettons qu'on ait une Martine Bourgoin de la société Mashpro à Rueil-Malmaison qui s'inscrit sur votre site. On sait déjà qu'elle travaille grâce aux informations qu'on récupère et qui sont liées au SIRET, donc des informations qui sont directement issues de l'INSEE. On sait déjà qu'elle travaille dans une PME de 20 à 50 salariés, mais ce qu'on ne sait pas nécessairement, c'est que cette PME, elle a un capital social de 180 000 euros, qu'elle fait un chiffre d'affaires de 38 millions, dont 4,2 à l'export, que ce chiffre d'affaires est réalisé en vendant de la fourniture de bureau, que la marge est nette est de 5,2%, et qu'il y a dans cette entreprise un parc de véhicules de 18 véhicules particuliers, issus de 9 constructeurs différents, dont la moyenne d'âge est de 18 mois et qui ont été prises en location longue durée. On ne sait pas non plus que Mashpro, d'accord, mais ça on peut l'apprendre, fait partie d'un groupe qui s'appelle Brands France INC, par exemple, et qui détient lui-même 18 filiales différentes. Ce sont toutes ces informations qu'on peut récupérer à partir d'un simple lead, à partir de ce qui a été saisi par votre prospect ou votre client sur votre site et en faisant des rapprochements annexes en B2C comme en B2B.
Voilà, j'en ai fini avec la partie enrichissement. Je vais repasser la main à Jean-Baptiste pour la conclusion. Écoutez, en guise de conclusion, ce matin, qu'est-ce qu'on a cherché à vous montrer? Les leads, tout le monde recherche des leads. On a essayé de vous présenter comment capter un lead, comment le récupérer, comment amener les visiteurs sur votre site internet. Une fois que le visiteur est sur le site internet, pardon, sur le bon formulaire, comment faire en sorte qu'il saisisse un minimum d'informations pour restituer un maximum d'éléments pour le commerce. Et on vous a expliqué comment compléter ces informations de manière à avoir un CRM qui soit le plus enrichi possible et que vous soyez le plus pertinent dans votre démarche commerciale ensuite. J'espère que le webinaire a été assez clair. Alors, je vais arrêter le PowerPoint pour passer à vos questions, pour regarder un petit peu s'il y a eu des demandes. Et Hugo, Pierre et moi, nous sommes évidemment à votre disposition pour y répondre. On avait prévu un webinaire d'environ une heure. On sera un peu plus court, ce qui n'est pas plus mal. Alors, je bascule sur la partie questions et je remonte dans le fil. Est-ce qu'il y a quelques questions? Alors, Denis nous a posé une question: qui peut être le maître d'œuvre de tout le processus? J'imagine que c'est au niveau d'impact média. Denis, c'est au niveau du processus de la mise en place de la partie SEO, SEA. Si Denis, vous pouvez compléter la question dans le chat, ça serait parfait. Sinon, le temps qui complète, Sinon, le temps qui complète, on va passer à la deuxième question. Une question d'Anaïs. Alors, une question d'Anaïs. En dehors de la vérification de données interactives, comme vous l'avez montré sur le formulaire, est-ce que vous pouvez travailler un stock de données? Effectivement, Anaïs, ça fait partie de nos savoir-faire chez Amabis. On vous a présenté ici comment travailler de manière interactive parce que c'était bien le sujet pour capter des leads rapidement, qualifier des leads rapidement, mais on travaille évidemment sur le stock, sur l'ensemble du stock, sur la donnée de contactabilité, B2C ou B2B. Et je vois que Denis nous a complété sa question, une société de conseil qui va de A à Z. Hugo, je pense que c'est plutôt pour toi. Après, nous, on s'occupe surtout de la partie, toute la partie, on va dire, bien sûr, création de publicité. Si on donne des recommandations sur toute la landing page, sur le site internet. Le maître d'œuvre, oui, c'est souvent un chef de projet du coup qui va s'occuper de toute cette partie digitale, avec du coup une équipe de personnes donc, qui font du graphisme, parce que du coup il faut faire des publicités qui sont agréables. Après, je comprends pas trop pour la suite. Si la question est de suivre l'ensemble du processus entre les trois structures, je dirais que la gestion de projet est plutôt externalisée. Nous, nos trois structures, Impact Media, Smart Data for Lead, Amabis, on est tous experts dans notre domaine et on va plutôt vous conseiller d'avoir un chef de projet externe qui va piloter l'ensemble. Les trois sociétés travaillent très très bien ensemble et nous avons l'habitude de travailler ensemble et de répondre à un dossier complet, mais en général, la maîtrise d'œuvre, le maître d'œuvre est plutôt externe. Denis, en espérant avoir bien répondu à votre question, n'hésitez pas si vous avez besoin de compléments. Je vois une autre question de MF Media concernant le fait de générer des leads. Nous avons déjà essayé plusieurs fois, mais souvent le coût de ces leads est très élevé. Est-ce que vous avez des conseils pour améliorer cela? Alors, du coup, pour cette question, donc il y a deux choses en fait. Première chose, généralement, ça peut être dû parce que en gros dans le processus, nous on amène du trafic sur la landing page et la landing page ensuite, depuis la landing page, on va générer du coup le lead. Et après, bon, il y a le service commercial qui les transforme. Donc en fait, il peut y avoir deux problèmes à ça. Le premier problème, ça peut être du coup toutes les personnes qui arrivent sur le site mais qui convertissent pas. Donc ça peut être dû à un problème d'optimisation du site. Donc il faut faire de toute façon une landing page simple avec un formulaire de contact bien en évidence.
Et ça, c'est pour la partie, en fait, ça, on le suit en fait avec le taux de conversion. Donc, si par exemple, tu as un taux de conversion de 4, 5, 7, 8%, ça veut dire que la landing page convertit bien. Donc, ça veut dire que le problème est plutôt en amont. Donc, en amont, c'est quoi? C'est le trafic qu'on a envoyé. Soit il n'est pas qualifié, soit il est trop cher. Et quand il est trop cher, en fait, généralement, c'est quand on est dans des situations où il y a des grosses concurrences. Donc, je donnais par exemple l'exemple de l'éolien, mais bon, l'assurance, la banque, la landing page peut très bien convertir, mais derrière, quand ça coûte très cher, bah oui, en effet, le lead coûte cher. Donc là, nous, la solution qu'on apporte, généralement, c'est soit d'insister du coup sur des campagnes display où on va vraiment travailler les audiences et les campagnes display, pour donner des chiffres, on va être de l'ordre de 10 centimes le clic. Contre, dans l'assurance, ça peut aller jusqu'à 20 à 30 euros le clic. Donc, ça fait une différence fondamentale, même si le trafic est moins qualifié. Et deuxièmement, c'est qu'on va vraiment très profondément dans l'analyse des mots-clés sur la problématique. Donc, par exemple, pour la photovoltaïque, pour reprendre cet exemple, on va vraiment faire une analyse en profondeur, ou par exemple pour les trottinettes électriques, on va faire trottinette électrique Dualtron, une marque spécifique ou une caractéristique spécifique du produit. Donc, du coup, on va être dans un niveau de spécificité qui va être supérieur. On va correspondre beaucoup mieux à ce que le client recherche. Donc, on va payer moins cher, il y aura moins de concurrence sur le mot-clé. Donc, voilà. Donc, en conclusion, c'est vraiment les deux choses. Il faut voir en fait où est le problème. Est-ce que c'est dans le coût d'acquisition d'une personne, d'un visiteur, ou est-ce que c'est ensuite dans la conversion de ce visiteur depuis le site internet? Merci Hugo. Alors, j'ai une dernière question. Quelle est la fourchette du coût d'un lead B2C dans la rénovation énergétique? Une question de Denis. C'est précis. C'est précis. C'est à la fois précis et à la fois peut-être pas assez précis pour donner vraiment la fourchette d'un coût. Je m'adresse à vous deux. Est-ce qu'on saurait le dire? Est-ce que ça ne nécessite pas plutôt d'avoir une analyse un peu plus particulière pour pouvoir répondre à cette question? De manière générale, sur un lead B2C, si on fait donc alors soit on fait du coup via des publicités Google, via des publicités réseau de recherche, via sinon des publicités natives. Je dirais, pour donner une fourchette très large en B2C, je dirais entre selon le degré de qualification, entre 20 et 50 euros le lead, plus ou moins. Merci Hugo. Et une dernière question, est-ce que la vérification du téléphone mobile en particulier est compatible avec le RGPD? Donc oui, la réponse est oui. Le RGPD vérifie la partie données personnelles. Quand on va vérifier un téléphone mobile, nos web services de vérification de téléphone mobile, on ne récupère pas l'information personnelle, on ne vérifie pas si c'est le numéro de téléphone mobile de Jean-Baptiste Duquerre, par exemple. On vérifie juste l'existence du numéro de téléphone auprès de l'opérateur. Il n'y a pas de données personnelles qui sont passées. Donc, cette opération en particulier est tout à fait compatible avec le RGPD. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je dirais de manière générale, tous les services que l'on propose, chez Impact Media, chez Smart Data for Lead ou chez Amabis, on est extrêmement vigilant sur le respect du RGPD, et sinon on va de notre notoriété et de notre existence. Amabis a plus de 25 ans d'existence dans le domaine de la vérification des données. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Je pense qu'on va pouvoir arrêter là le webinaire. En tout cas, je vous remercie tous pour votre présence. J'espère que le webinaire vous a intéressé, qu'on a répondu à l'ensemble de vos questions. J'affiche à l'écran les coordonnées de nos 3 structures, nos 3 contacts. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'informations complémentaires, revenez vers nous. On fera un plaisir de vous éclairer et de préciser tous les points qui nécessitent d'être précisés. Messieurs, merci à vous et à très bientôt. À bientôt. Merci.